Ben oui, justement, pour parler de l'intelligence artificielle, je suis avec l'expert en cybersécurité, Lassina Kouaté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de suivre de ce reportage sur l'intelligence artificielle. Effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez rebondir par rapport à ce qui a été dit dans ce reportage-là? Oui, effectivement, les gens qui ont été interviewés ont dit pas mal de choses qui sont très véridiques, qui sont pointueux et d'actualité sur l'IA. Ils ont presque pas mal tout dit. Mais l'intelligence artificielle, pour dévulgariser un tout petit peu cette intelligence artificielle-là, c'est l'ensemble de programmes, hein. Il faut le savoir, c'est des programmes informatiques qui sont faits pour gérer certaines tâches qui demandent l'intelligence humaine en temps normal. Et ces tâches sont le fait d'avoir une capacité d'apprendre. Il y a des tâches, des séquences qui sont là. L'intelligence artificielle est capable d'exécuter des tâches, mais d'apprendre après le résultat et de faire le point sur le résultat pour corriger son programme. C'est ça qui est la différence. Les programmes normaux que les informaticiens ont l'habitude de faire, c'est des séquences. C'est comme si je vous donne des recettes et des ingrédients pour dire qu'au final, vous aurez un gâteau. Ils vont exécuter ces tâches-là, mais à la limite près. Mais l'intelligence artificielle, à l'instar de ça, peut s'occuper de ces éléments, mais pour apprendre est-ce que la recette a été bonne ou pas. Et revenir sur son code pour refaire la séquence pour avoir un résultat assez précis. Donc voilà les deux différences entre les programmes classiques et l'intelligence artificielle. Alors, l'IA, c'est une révolution dans une révolution. Alors, est-ce que cet écosystème numérique qui s'impose aujourd'hui, quels sont ses enjeux? L'enjeu de l'IA, c'est deux aspects. On peut avoir un aspect sur l'interaction vue homme-machine et une interaction aussi sur tout ce qui est avantage dans le développement du pays ou désavantages aussi. Maintenant, quand on regarde le côté avantage, on peut voir des domaines d'application où l'IA peut donner positivement des résultats qui sont assez considérables, comme par exemple la finance et aussi la médecine, qui est vraiment considérable. Aujourd'hui, il y a des centres de recherche en médecine qui sont là, qui travaillent beaucoup avec l'IA, qui est capable de leur donner des données précises sur le diagnostic, par exemple. Des données laboratoires où les gens peuvent faire des diagnostics et avoir un résultat précis. Et ça aide les chercheurs de la santé à pouvoir cibler leur activité. Ensuite, on peut aller sur le domaine de la finance. Il y a des systèmes IA où des grosses structures travaillent avec aujourd'hui. FinTech. Voilà, exactement. Et qui aident à identifier des fraudes fiscales, des problèmes sur les transactions internationales, des tris sur les transactions, même pour la bourse aussi, etc. Donc ça a des avantages sur ça. Et aussi pour les pays qui sont un peu plus sous-développés, l'IA peut les aider beaucoup plus sur les manufacturing, c'est-à-dire les usines, pouvoir les aider sur la chaîne de production, etc., etc. Sur le domaine du transport, il y en a aussi. Vous pensez qu'aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle est une solution pour lutter contre la corruption? Si, l'intelligence artificielle peut lutter contre la corruption, justement. Parce qu'actuellement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut avoir beaucoup de données. Il y a un monsieur qui est passé qui l'a dit, il faut donner une offre de service qui permet une collecte grandiose des données. Aujourd'hui, quand on a un État qui ne parvient pas à gérer beaucoup plus le problème de fraude ou les problèmes de corruption, il faut des données. Il faut tout centraliser vers la digitalisation. Alors aujourd'hui, le Mali le fait, que ce soit les données sur la population. Une fois qu'on rentre ces données-là, par exemple l'identification unique de la population, les données biométriques de la population, et aussi les banques doivent s'aligner. Et aussi les opérateurs téléphoniques qui font les transactions mobiles. Par exemple, Orange Mali, on peut leur donner, ça dépend de l'État, leur dire qu'il faut limiter le nombre de puces par une seule personne, une seule puce. Maintenant, si ces politiques sont adoptées, les transactions seront faciles à surveiller. Maintenant, il s'agira juste de développer une IA qui sera derrière, qui va essayer de surveiller et de faire des signalisations auprès de l'État. Ça peut aider. Alors, dès qu'on parle de l'intelligence artificielle, tout le monde voit le domaine de robotique. Alors, Oui. et quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et robotique? C'est vrai. En fait, il y a une nuance assez importante entre la différence entre l'IA et le robotique. Beaucoup plus quand on dit intelligence artificielle, on voit des robots humanoïdes. Psychologiquement, on se dit que voilà, c'est des robots qui vont venir, etc. Mais l'IA n'est pas ça. L'IA est un outil qui permet aux robots d'agir ou d'interagir. L'IA, si vous le voulez, c'est comme des séquences de programmes, c'est des codes, c'est comme un ordinateur qui est là, qui peut être embarqué sur toute chose. Ça peut être embarqué sur une voiture, qui est différent d'un robot humanoïde qui marche,
mais ça peut régler certaines choses de la voiture en fonction du pourquoi il est programmé. Ça peut être mis sur un ordinateur, sur une tâche spécifique. Justement, on vit à l'ère des IA qui font des tâches spécifiques. Et dans cet ordinateur, on peut l'exploiter. Il y a des IA qui sont là uniquement spécialisés sur des textes. Ils génèrent que des textes. Ils sont capables de comprendre son interlocuteur, mais de générer des réponses qui sont assez cohérentes vis-à-vis de la situation. Il y a des IA qui sont là pour générer uniquement des images. Des tableaux, des images photos, etc., etc. Donc chaque IA est dédiée, qui peut être complètement différent, complètement séparé des robots. Alors quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle peut être appliquée dans tous les domaines. Il suffit de le programmer, de le concevoir sur le domaine précis dont on veut qu'il agisse. Je disais dans la surveillance gouvernementale, qui est très très bien. Par exemple, si on a des données sur la population, des données qui sont vraiment assez suffisantes, l'État peut donner des programmes de surveillance générale sur la population, dans le but de la sécurité, bien sûr. Les caméras de surveillance, la reconnaissance faciale, des gens qui sont suspects ou qui sont signalés, etc., dans le domaine de la sécurité. Ça peut aussi ficher les casiers judiciaires des gens qui ont déjà fait, la prison ou qui ont déjà été incarcérés, et après leur suivre. Je ne dirais pas de toucher à la vie privée, mais d'aider dans des cadres un peu plus restreints sur ces surveillances-là. Alors, son influence aujourd'hui dans notre vie quotidienne est considérable. Oui. Alors, comment faire en sorte un peu de se départir, de quitter dans ça? Parce que l'intelligence artificielle est devenue comme si on ne peut même pas vivre encore sans ces outils-là. C'est vrai qu'il y a une dépendance. Il y a une dépendance qui se signale et de jour en jour, ça s'amplifie. Les gens utilisent pas mal l'outil jusqu'à ce qu'ils sont en quelque sorte obligés de l'utiliser dans leur quotidien. Aujourd'hui, il y a des IA qui sont parfaites. Je prends l'exemple de ChatGPT, dont les gens utilisent beaucoup plus, qui est capable de comprendre tout type de problématiques qu'on peut lui poser et qui peut donner des conseils et qui aide beaucoup aux gens. Alors, à la longue, ça créera une insuffisance cognitive. Du coup, l'être humain sera beaucoup plus paresseux à faire les tâches quotidiennes. On donnera plus confiance à la machine qu'à la réflexion humaine. Ça, c'est un danger en quelque sorte. Et il y a une sensibilisation qui doit se faire sur l'utilisation, le flux d'utilisation des intelligences artificielles. Alors, je voulais dire, quels sont les dangers liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Oui, il y a des dangers liés à l'utilisation. Il y a des dangers aussi qui sont liés même au fait que ça existe. Par exemple, je prends l'exemple des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens ne donnent pas assez d'importance sur leurs données sur les réseaux sociaux. D'autres disent même que j'ai oublié mon compte Gmail, j'ai oublié le mot de passe, etc. Ils négligent. Alors que ces comptes-là sont là pour collecter des données qui sont utilisées via les intelligences artificielles qui sont contrôlées par d'autres pays. Je prends l'exemple de Facebook. Facebook a développé leur intelligence artificielle qui s'appelle DeepFace. Et ce DeepFace est capable, de par les photos qui sont uploadées sur la base de données de Facebook, de reconnaître tout un chacun. Aujourd'hui, vous, Tamsir, Facebook est capable de dire que vous êtes Tamsir Diabaté, vous travaillez à ORTM, vous avez tel ami, vous avez tant, etc. Facebook est capable aujourd'hui de le dire. Oui. Les traçabilités sur le fait des voyages. Aujourd'hui, Facebook peut tracer le déplacement des gens. Et aujourd'hui, les gens ne désactivent pas. Il y a des moyens pour désactiver ça, mais ils ne désactivent pas. Et donc, ces données sont collectées et redonnées aux tierces ou revendues même aux tierces des entreprises, etc. Aujourd'hui, les téléphones écoutent les gens. Tout le monde le sait. Il y a Apple qui a dit... Le téléphone écoute comment? Même si tu n'es pas en communication? Oui, même si on n'est pas en communication. Alors, il y a eu des débats sur ça. Ils ont dit que non, il y a des codes et des mots-clés qui font que le téléphone va lancer l'écoute pour que l'intelligence artificielle peut vous parler. C'est le fameux D-Siri avec les épaules et les fameux OK Google avec les Android. Mais je vous pose une question. Si le téléphone n'écoute pas, comment il attend le D-Siri? Ça veut dire qu'il est dans une écoute constante qui est là. Et ces écoutes-là sont traçables. Aujourd'hui, avec le compte Google, on peut tracer les vocaux qu'on a dit. Il suffit juste de dire dans les débats que vous faites « OK Google ». Après, le téléphone écoute et après, on peut retracer tous les vocaux qui ont été enregistrés via votre compte Google. Donc ça, c'est des petits dangers. Ça, ce ne sont pas des petits dangers. Ça, oui, justement, dont les gens doivent être sensibilisés. Aujourd'hui, il y a les intelligences artificielles aussi sur ces réseaux qui donnent des contenus et qui sont très très difficiles dans la gestion géopolitique de l'État. Aujourd'hui, quand on prend Facebook ou TikTok ou Snapchat, etc., il y a derrière des intelligences artificielles qui trient le contenu de ce que vous voulez et qui vous donnent. Aujourd'hui, les gens qui sont derrière les activistes, qui font des vidéos en ligne, etc., on rentre dans mon profil Facebook,
les vidéos qui sont visibles sont différentes des vidéos que vous voyez. Donc il y a une intelligence artificielle bien et belle qui est là, qui gère ça. Et ça nourrit la conviction des gens, parce que si moi je suis beaucoup plus actif sur les activistes, je ne regarde que leurs vidéos, et ben c'est ce contenu qui sera donné. Alors, ça serait la toute dernière question. Alors, au regard de tous ces enjeux, de tous ces dangers, oui. Alors qu'est-ce qu'un État doit faire pour protéger les données de sa population? Alors, c'est une question très difficile parce que fédérer une intelligence artificielle ne se fait pas au point des États, au niveau des États. Il doit y avoir une fédération internationale qui va fédérer ou régir des lois internationales qui peuvent contrôler un tout petit peu l'utilisation de ces IA. C'est très très difficile pour un État. Alors l'État peut faire quoi? Faire des campagnes de sensibilisation, beaucoup plus. Donner la parole aux ingénieurs, donner la parole aux gens qui connaissent psychologiquement qu'est-ce que ça peut donner, etc. Pour sensibiliser beaucoup plus la population. Et pour combattre ces fléaux, il y a juste que la sensibilisation qui peut fonctionner. Voilà, c'est ça, justement, soyons prudents et vigilants quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie du programme de l'ORTM. Retrouvez cette émission sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Vous qui nous suivez sur Facebook, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres numéros de l'émission cybernétique. Ensemble, rien ne nous résistera.